la caisse. Ça fait 25 minutes. Juste répondre là-dessus. En fait, ce que vous voulez faire, d'ailleurs c'est assez logique avec ce que j'ai lu dans le livre, c'est ni plus ni moins qu'un dirigisme généralisé sur l'entreprise. Mais pas du tout. Mais si, vous allez nous obliger à augmenter les salaires, vous allez nous obliger à travailler pour la commande publique, mais les entrepreneurs, c'est des citoyens libres, comme tous ceux que vous avez cités, et ils feront s'ils ont envie de faire. Ouais. Mais ils ne sont pas obligés de travailler, ils ne sont pas obligés d'investir, ils ne sont pas obligés d'embaucher. Non. Donc, je vous dis, vous ne réussirez pas votre futur quinquennat sans les entreprises. Et tout ce que j'ai lu aujourd'hui, alors je ne sais pas, il y a peut-être des chefs d'entreprise qui seront convaincus, les auditeurs le diront, mais j'en vois matin, midi et soir, malheureusement, ils ne seront pas derrière vous, et ils ne seront pas contre, ils sont républicains, donc ça ne sera pas le chaos, ça sera juste, malheureusement, le fait qu'ils n'embaucheront plus, qu'ils n'investiront plus. Eh bien, moi, je crois le contraire. Je crois qu'un homme écoutez, un entrepreneur, j'en connais aussi quelques-uns, figurez-vous. J'en suis sûr. Bon, eh bien, moi, je les connais. Qu'est-ce qui les intéresse par-dessus tout? Quand j'en rencontre, ils ne me parlent pas d'impôts, de machin et tout ça, ils me parlent de carnet de commandes. Quand les enquêtes qui sont faites dans les entreprises, la première plainte, ça n'est pas sur l'offre, c'est sur la demande. Le carnet de commandes n'est pas rempli. Quand le patron a un carnet de commandes rempli, il fait ce qu'il faut, parce qu'il produit la marchandise qu'on lui commande. On vous mettra Monsieur pas Debezieux, on d'accord. se revoit quand vous voulez pour continuer le débat. Si vous en avez la patience, pour moi, ce sera un Avec plaisir. beaucoup de plaisir. Parce que je vous ai lu en long, en large et en travers, et je j'aime vois que bien vous avez voir noté. le visage de l'homme que je lis et à qui je compte faire les poches. Alors, Donc, soyons très clairs. Mélenchon va Du débattre avec un racisme. raciste, c'est ça? Ah, de sa vision est raciste. Sa vision est Non, raciste. non, Mais on il peut est pas là, accepter il est ça. là. Je veux dire, ça On fait peut 10 pas ans qu'il accepter est là. Donc, il y a un moment, en fait, quand on dit oui, nous sommes Commencez envahis, pas à la aborder création- un débat en la balançant des colonisation. anathèmes. Enfin, ça va bien, les anathèmes c'est de pas la un gauche, anathème. bim, raciste, etc. Non, attendez. Vous insultez Oui. de très nombreuses Françaises et de très nombreux Ah, non, Français non, qui aujourd'hui non. soutiennent Éric Zemmour. Non, Si le attendez. débat c'est pour arriver, bim, il est raciste, ça va pas être Non, très intéressant. alors, c'est pas- Moi, je tout vais à vous l'heure, rassurer. dis qu'il y Non, a mais attendez, deux attendez. intellectuels, Je vais vous que rassurer. ça peut être intéressant. Voilà. Si on part comme ça, Oui, ça va pas mais l'être. parce que je préfère vous rassurer, c'est pas un anathème, c'est une condamnation pénale qu'a reçue M. Zemmour. Quand vous êtes jugé pour incitation à la haine raciale, je suis désolé, a priori, il y a des gens qui peuvent penser que vous êtes Allons-y, raciste, vous voyez, ou débattons-en. pour incitation à la discrimination Il y a religieuse. des lois Voilà. iniques dans notre pays. Il y a des lois iniques dans notre pays qui Et cherchent loi à antiraciste, museler. oui. Pour vous, Ouais, ça mais vous dérange. Soyons clairs. Soyons Oui, clairs. ça vous Mais dérange. essayez de dire qu'Éric Zemmour est raciste. Vous connaissez Éric l'histoire Zemmour de est sa raciste. famille Enfin, vous êtes dingue. T'es raciste, 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 t'es raciste. Je suis surtout inquiet du fait qu'avec ce genre de comédie, on finit par dégoûter tout le monde. Et que c'est une sorte de prophétie autoréalisatrice. Nos adversaires ont parfaitement compris que c'était un piège. Donc ça fait maintenant 1 an et demi que ce cirque dure. On nous parle de l'union sans laquelle il ne serait pas possible de gagner. Donc vous êtes en droit de dire, puisque vous êtes divisé, alors qu'est-ce que vous faites encore là? C'est vraiment quelque chose qui produit que de la résignation, du dégoût pour l'action politique. Alors, pour nous, c'est des heures de travail en plus. Hein. Madame Hidalgo, elle prend le train, elle va à un endroit, elle s'arrête, elle revient, elle dit « Ah, on va faire une primaire et tout ça ». Elle s'en fiche, en réalité. Mais pour nous, ça veut dire qu'il y a des tas de gens qui se disent « Ah, mais quand même, peut-être, ils finissent par croire ce qu'on leur dit ». Ça, pour nous, c'est très pénible. Mais il faut arrêter de répandre de la résignation, voilà tout. J'explique pas, j'ai rien compris. J'ai même pas compris ce qu'elle compte faire. Parce qu'elle a dit on va faire une primaire, mais si vous voulez pas, je reste. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Suite du feuilleton ce soir, vous figurez que tous les jours, je vais interrompre mon repas pour répondre à ce qu'elle dit à la télévision. Hier soir, j'ai mangé mes spaghettis tranquillement jusqu'au bout. 95% de la délinquance de rue sont le fait de personnes qui sont immigrées ou issues de l'immigration. J'aimerais bien qu'on me dise que c'est que issu de l'immigration. Parce que quand on est en France, on est français. C'est la règle pour tout le monde. Et à ce compte-là, jusqu'où on remonte? Parce que moi, par exemple, dans ma famille, il y a des Belges et des Italiens. Est-ce que ça veut dire que les Belges et les Italiens, elle les met à l'intérieur? Non. Est-ce qu'elle essaye de faire, c'est encore une fois de monter les Français les uns contre les autres, de dire que, en gros, si vous êtes arabe ou si vous êtes noir, alors vous êtes voué à la délinquance, et que, voilà, ce qu'elle essaye de faire, c'est de séparer les Français, de diviser. Elle est exactement dans ce que je vous disais tout à l'heure sur la division des gens et la division de la République par la division du peuple français. Donc, c'est standard. Elle veut pas parler de pouvoir d'achat.
ça, elle veut pas parler de République, elle veut pas parler d'écologie, donc allez, vas-y, je t'en remets une couche sur la sécurité parce qu'on n'en parle pas assez. J'aimerais bien qu'on aille plus loin. Moi, mon problème, il est pas avec l'immigration, il est avec l'émigration. Il est avec ces Français qui ont bien leur carte d'identité, ils sont bien de la bonne couleur pour Madame Le Pen et pour les autres. Bah blanc, c'est ça leur sujet. Ils sont de la bonne couleur. Allez au bout. Je vous le fais de manière résumée. Mais ces Français qui nous coûtent chaque année 100 milliards d'euros par la fraude et l'évasion fiscale, ils sont pas, c'est pas des Français issus de l'immigration, je ne sais quoi. C'est des bons Français comme vous les aimez bien, tout ça. Ils nous coûtent 100 milliards d'euros par an. Et c'est des voleurs, c'est des pourris, c'est des gens qui sont les voleurs de l'intégralité du peuple. C'est pas des voleurs de mobylettes, c'est pas des voleurs de sacs à main. Ils sont pas en prison. Voilà, vous voulez des gens en prison, mettez-les ceux-là en prison, les voleurs du peuple, mettez-les en prison, travaillez pour résoudre ces problèmes-là. Parce que évidemment, si on les punit jamais, évidemment s'ils peuvent courir libre, évidemment si ces racailles-là... On parle de la délinquance de rue et vous me parlez de l'évasion fiscale. Parce que ces racailles-là n'arrivent jamais en prison. Il faut punir toute la racaille, sans exception. Et ceux qui nous coûtent le plus donc cher... ceux-là aussi alors. Bien sûr, mais ceux qui nous coûtent le plus cher, c'est pas eux. Ceux qui nous coûtent le plus cher, c'est ceux qui nous prennent chaque année... Demandez aux gens qui n'en peuvent plus. Et à vous, qui nous prennent 100 milliards d'euros. Mais ça nous coûte juste des services publics. Vous voulez plus de police, c'est plus de services publics, c'est plus de dépenses. Vous voulez plus d'écoles, c'est plus de services publics, c'est plus de dépenses. C'est entendu. Est quelque chose qui vous dérange ou pas, voilà. Bah, c'est pas moi qui fais le classement. Non, je suis pas dérangé, c'est comme ça. Pardon ? Je parlais du montant éventuellement. Je comprends. Excusez-moi, franchement, je comprends pas ce que vous me demandez. Vous pensez que mon appartement coûte trop cher ? Vous comptez l'acheter, c'est ça ? Non ? Apparemment, c'est quoi le ça a truc ? beaucoup augmenté, donc je sais pas. Ah oui, ça c'est clair. Mais moi, j'y suis pour rien. Vous avez demandé à Madame Hidalgo pourquoi les prix de l'immobilier à Paris ont augmenté de 350%. C'est pas moi, hein. Moi, j'ai rien demandé du tout. D'ailleurs, j'ai aucun moyen. Alors, je suis propriétaire d'un appartement à Paris. Les appartements à Paris ont beaucoup augmenté. Moi, j'ai quand même 70 ans. Donc, si vous voulez, j'ai eu le temps de faire la fourmi quand d'autres faisaient la cigale. Et donc, avec mes résultats de fourmi, j'ai acquis un appartement qui a augmenté dans des proportions considérables. Mais ce que je voudrais surtout vous dire, c'est que l'augmentation des prix à Paris n'a pas augmenté la surface dans laquelle je vis, hélas. Remarquez, ça me va. J'ai 100 mètres carrés, c'est largement assez. C'est beaucoup trop à entretenir. Voilà. Non, j'ai pas de problème avec ça. Je sais que il y a une propension chez les riches, chez les bourgeois, à dire comment, M. Mélenchon, vous défendez les pauvres et le SMIC, et vous avez un bel appartement, M. Mélenchon. C'est un problème. Parce que, d'ailleurs, des fois, quand je suis dans l'avion et que je suis devant l'avion, à l'avant de l'avion, vous avez des types qui me passent devant et qui disent « Ah, on les voit, les ceux de gauche qui sont devant ». Donc, comme je suis de gauche, je dois voyager en la soute, c'est ce que je dis aux gens. Je leur dis, vous inquiétez pas, la prochaine fois, je monte dans la soute. Je vais tenir compte de votre avis. Et moi, il faudrait que je dorme dans la rue pour être crédible. Depuis quand la morale, c'est profite et tais-toi ? Depuis quand c'est comme ça ? Seulement pour les gens de gauche. Seulement pour les gens de gauche. J'attends de voir, ça va m'amuser de voir comment vous posez la question, Madame Pécresse, de savoir quel effet ça lui fait d'avoir 1 million d'actions dans une entreprise que je vais nationaliser. Ça va être intéressant. Maintenant, c'est stop. La drogue, c'est 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est autant que Decathlon en France. Je veux juste qu'on se... Et on a encore des gens qui nous disent qu'il faut dépénaliser le cannabis. Oui. C'est la moitié de ça. Légaliser même. Oui, non, mais on est dans l'excès, mais avec la France Insoumise, on n'est jamais déçu de ce côté-là. On est dans l'organisation. Donc tout simplement, aujourd'hui, la vraie question, c'est est-ce que lorsqu'on arrête quelqu'un le matin, il a la chance de finir à la case prison au bout de 1 mois, 2 mois, et après son jugement. Mais notamment la drogue, je vous parle de la drogue. Oui, non, pour quel motif ? On parle de dealer, on ne parle pas de consommateur, on parle de dealer. Non, mais je suis pour la... Non, mais attendez. Non, je vous pose la verbalisation de la consommation va très bien. D'ailleurs, elle est censée être appliquée. Je voudrais juste aussi, de temps en temps, peut-être qu'on ait un focus là-dessus, parce que je ne suis pas sûr que tout ça soit forcément appliqué avec beaucoup de sévérité. Vous estimez qu'un dealer, un trafiquant de drogue n'est pas... Je vous dis simplement qu'aujourd'hui... sanctionné à sa juste valeur. Non, parce que la moitié des peines de prison dans ce pays ne sont pas exécutées 6 mois après le prononcé des peines, parce que nous n'avons pas assez de places de prison. Et vous ne pouvez pas demander à des policiers, et ils le font d'ailleurs avec beaucoup de courage, et on a vu encore les tirs parce qu'ils ont essuyé hier à Lyon. Vous ne pouvez pas demander à des policiers d'être tout le temps sur le terrain, de démanteler, si au bout de la chaîne, il n'y a pas un juge qui dit ça sera la prison. Et ça, c'est notre point faible en France. Aujourd'hui, vous savez jamais incarcéré autant. Vous savez comme la moi, majeure partie des gens qui sont en prison le sont pour trafic de stupes.
savez, Vous êtes comme déjà allé moi, dans une prison? oui, mais j'en ai une pas très loin de chez moi. J'ai déjà visité. Je vous en remercie. Et alors, la proportion de gens qui sont là attendez, pour trafic je de veux stupes, simplement vous dire une chose. C'est consommation. aujourd'hui, la justice est beaucoup trop laxiste, sur les trafics de drogue. Et vous ne pouvez pas demander aux policiers de faire le boulot des juges. Il faut que les deux le fassent. Bernalicis vous répond sur Mais ce oui, point. mais parce que c'est faux. Je veux dire, les chiffres sont là à l'appui quand même. Il n'y a jamais eu autant d'incarcération dans ce pays. On n'a jamais autant condamné. Et les peines sont de plus en plus élevées, notamment pour le trafic de stupéfiants, et y compris pour l'usage en récidive, etc. C'est la droite qui n'a pas voulu d'ailleurs que ce soit une amende simple pour le trafic de stupes, et qui a voulu que ça reste une amende forfaitaire délictuelle pour ne pas éteindre l'action judiciaire derrière. Et ensuite, ils viennent de dire « Ah oui, mais non, mais vous comprenez, du coup, les policiers ne peuvent pas dresser suffisamment d'amendes. » Soyez cohérents avec vous-même, y compris dans les propositions concrètes que vous faites. Moi, je dis, ça fait, depuis les années 70, en tout cas, on a les lois les plus répressives de toute l'Europe. Et on a pour autant la consommation la plus élevée de stupéfiants. Mais arrêtez de nous raconter n'importe quoi. Vous êtes en train de nous dire que nous sommes le pays le plus sécuritaire d'Europe. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Mais allez sur le terrain, causez aux gens, vous allez voir s'ils pensent que la sécurité est assurée dans ce pays. Enfin, c'est quand même insensé de voir. Non, mais vous êtes c'est incroyable. Écoutez, selon vous, on est dans le sursécuritaire, alors que précisément sur le terrain, nos concitoyens aspirent à plus de sécurité. J'ai pas dit ça dans ce domaine-là, mais je pourrais le dire pareil. Mais vous le dites depuis tout à l'heure. Vous le dites depuis tout à l'heure. C'est sur le sujet. Écoutez-moi, sur le trafic de stupéfiants, les pays qui sont passés à la légalisation, ou à tout le moins la dépénalisation, mais notamment la légalisation, nous enseignent deux choses. Un, ils font diminuer la question du trafic, et donc ça apaise la société. De deux, on fait rentrer de l'argent dans les caisses du contribuable. Vous parlez de 4 milliards, ils pourraient nous intéresser quand même dans les comptes de l'État. Cet argent-là, on n'en veut pas, désolé. Et troisième élément de la qui drogue, devrait nous mettre d'accord. Troisième élément, il y a une baisse de la consommation de stupéfiants dans ces pays-là. Parce qu'il y a des vraies politiques de santé publique. Parce qu'on arrête d'arrêter les gens, on va les accompagner et les aider. Et ça fonctionne. Miracle, ça fonctionne. Mais vous voulez qu'il y ait encore des drogués parce qu'il faut encore faire la guerre contre la drogue. Anne Genetet, le bilan du ministre. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit, est-ce que vous en avez... Mais ça rend sourd. Hein. Vous en avez d'autres, monsieur de la Palisse? Je suis sourd de naissance. Oui, de naissance. Vous avez quelque chose contre les handicapés, j'ai remarqué. Oh là là. Ah bon, reculez devant rien. La démagogie et vous, ça connaît. Hein. Quant à vous, vous êtes grossier, vulgaire. Ah, parce que vous, non. Vous détestez tout le monde. Bah, voyons. Les musulmans, les gosses handicapés, les familles qu'on doit regrouper. Mais oui, c'est ça. Alors vous gardez vos remarques, vous devriez réfléchir. La chose que vous avez sous les cheveux qui vous reste, ça s'appelle un cerveau. Ça sert à ça. La France, justement, pour l'instant, semble échapper au scénario catastrophe qui semble se produire au Royaume-Uni ou en Allemagne. C'est pas grâce au pass sanitaire. Question. Non, c'est au vaccin. C'est le vaccin. Moi, je pense que les gens... Mais les deux vont ensemble. Les gens ont été raisonnables, c'est-à-dire que quand on leur a dit il faut aller se faire vacciner en masse parce que l'immunité sera collective, ils y sont allés sous chantage quand même, avec le chantage du pass sanitaire, c'est-à-dire vous êtes privé de vie sociale si jamais vous n'avez pas le pass sanitaire. Donc c'est grâce au pass sanitaire. Le pass sanitaire a accéléré la vaccination, ça c'est sûr. Sauf que ce que vous dites, monsieur, c'est que le pass sanitaire permet d'éviter les contaminations. Vous dites, vous dites, on le met à disposition pour que le gouvernement puisse enrayer l'épidémie. Pourquoi rendre les tests payants, par exemple? Est-ce que les plus pauvres n'ont pas le droit d'être protégés de faire un test pour avoir le pass sanitaire, par exemple? Pourquoi ne pas faire la société du roulement et faire en sorte que, par exemple, les transports en commun soient moins bondés parce que tout le monde ne va pas au travail aux mêmes horaires? Pourquoi ne pas mettre des purificateurs d'air dans les écoles, comme c'est le cas dans de nombreux pays, alors qu'aujourd'hui, nos gamins sont obligés d'y retourner masqués? Ça n'a pas été vérifié comme utile. Hein. Vous dites que nous n'avons pas fait de propositions. Ces propositions, nous les faisons depuis plus d'1 an et demi à l'Assemblée nationale. Et alors, c'est balayé parce que ça vient de la France insoumise. C'est faux, vous le savez très bien. Votre politique sanitaire, elle n'est pas construite de façon à unifier les Français, elle n'est pas construite collectivement. Directement, il y a un des Français, si vous voulez bien y répondre. Oui, ils sont très nombreux à vous poser cette question et à se souvenir de ce que vous disiez il y a 2 semaines. Comme Michel, vous avez toujours soutenu Poutine. Continuerez-vous toujours à le soutenir? La question est posée brute de décoffrage comme ça. Permettez-moi de vous la reposer, M. Mélenchon. Oui, bien sûr. Je n'ai jamais soutenu M. Vladimir Poutine.
Jamais. Je vous mets au défi de le prouver. Seulement, vous continuez quelque chose qui est extrêmement dangereux pour notre pays. Dès que quelqu'un s'oppose au raisonnement qui semble s'imposer, vous le traitez d'agent de l'ennemi. C'est une sottise sans nom. Le résultat, le voilà. Vous avez passé votre temps, les uns et les autres, à gesticuler, à faire état d'une menace, et quand la menace se réalise, vous êtes incapable de trouver le premier début de commencement d'une solution. Je n'ai jamais soutenu M. Poutine. Je ne soutiens jamais quelqu'un qui franchit une frontière. Et je le dis non pas par sympathie pour celui-ci ou pour celui-là, c'est parce que je ne me réfère qu'à l'intérêt de la France. Et l'intérêt de la France, c'est que les frontières soient respectées pour que nous puissions rester, nous aussi, souverains. C'est la raison pour laquelle je veux qu'on ne soit pas alignés. Et je ne crois pas que majoritairement les Français aient compris de ma position que je soutenais M. Poutine. Merci. Je crois qu'il a, le peuple français, de nombreuses raisons d'en vouloir à ceux qui les ont entraînés dans une aventure de cette nature. Pour vaincre ce virus. Monsieur Macron nous disait, allez au théâtre, vous ne risquez rien. Monsieur Véran nous disait, ce ne sera pas dans tous les lieux, ce serait complètement absurde. Au théâtre, dans les musées, au restaurant, ça ne sera pas obligatoire. Madame Yaël Braun-Pivet, présidente de la Commission des lois, disait le pass sanitaire partout, ce serait liberticide. Vos incohérences, elles marquent durablement la population. Madame, vous aurez compris qu'en fait, le gouvernement et le Parlement se sont adaptés au fur et à mesure de l'évolution de l'épidémie. Ils ne se sont pas adaptés, ils ont d'abord menti parce qu'ils n'avaient pas les moyens de mettre en place leur politique pour les masques, pour les tests et pour les... Responsable politique, voilà. Juste deux petites questions supplémentaires. Monsieur Roussel, est-ce qu'il porte une responsabilité dans le fait que vous puissiez être bloqué pour arriver au deuxième tour, et qu'est-ce que vous lui dites aujourd'hui? Rien. C'est pas lui qui est responsable, c'est les électeurs qui choisissent, d'après les sondeurs, de voter pour lui. Donc je vais pas m'en prendre à lui, il y est pour rien, il fait son truc, il prend des voix à la droite. Donc je vais pas lui dire c'est pas bien, hein, il le fait, c'est bien. Et bon, après, tout le monde va réfléchir, je suppose. Mais non, mais ça me va. Alors, il sait bien, puis il occupe bien le rôle. Hein. Ok. Oui, alors on tremble en effet face à cette idée. Bon, Monsieur Hollande sort du formol pour faire des leçons à tout le monde. Je rappelle quand même que c'est lui qui nous avait promis « mon adversaire c'est la finance », c'est lui qui a laissé le Parti socialiste à 6% à la fin du mandat sans pouvoir se représenter tellement il était devenu impopulaire et tellement son bilan était contesté. Je crois que tout le monde se passera ici des leçons de Monsieur Hollande sur ce qu'il faudrait faire. Parce que ça ne marche pas. Donc vous ne feriez pas de sommet avec les Européens? Si, des sommets, il en faut, c'est bien. C'est bien à Versailles, quand même. à Versailles aujourd'hui. Oui, c'est bien, c'est une bonne idée. Ce qui se passe en Antalya. Hein? Et ce qui se passe en Turquie? En Turquie, en Antalya. Alors? Sous l'égide du président Erdogan. Posez-vous la question. Comment se fait-il? Le président de l'Union européenne actuellement, c'est Monsieur Macron. Il téléphone sans arrêt, paraît-il. En plus, vous êtes... franchement, moi, je vous ai trouvé en dessous de la main, hein. Les journalistes. Le mec, il rejoue la scène des fusées à Cuba. Parce qu'il y avait eu ces... Et vous n'avez pas l'excusé de John. Oui, il fait Kennedy avec le téléphone, avec la photo en noir et blanc. Le mec, il n'arrête pas de téléphoner, paraît-il, il discute, on ne sait pas de quoi. Et à la sortie, où vont discuter les gens? Ailleurs. Ils vont en Turquie, où ils ont demandé au gouvernement d'Israël, sauf erreur, Israël, c'est au Moyen-Orient, c'est pas sur le territoire. Alors j'espère qu'ils vont y arriver. Le Premier ministre est en train de faire le tour. Je souhaite son plein succès. Hein. Quelles que soient les remarques que je pourrais avoir à faire sur ce gouvernement, je souhaite son plein succès Mais enfin, c'est un échec, une déroute totale. L'Europe est hors jeu. L'Europe est ridicule et on va se réunir à Versailles et on va faire à nouveau pouet la rirette, là, oui, alors on va faire la défense européenne. Hein. Vous parlez de virilité. Oui, absolument. Et c'est vrai que c'est un sujet qui préoccupe Éric Zemmour, on est d'accord là-dessus quand même. Et je suis désolé, mais quand je vois Monsieur Mélenchon, par exemple, et qu'il y a Monsieur Mélenchon qui est avec des policiers devant son bureau à l'Assemblée nationale, et qu'il essaie d'enfoncer la porte, là aussi il a une attitude virile. Lui aussi à ce moment-là, il essaie. Moi, je défends pas Jean-Luc Mélenchon, je constate que Zemmour a une préoccupation. À moi, Madame, je constate que Zemmour a une préoccupation de la virilité. Je constate que c'est central dans sa campagne et que beaucoup de populistes de droite font ça. Vous allez voir ce que je veux dire. C'est une tendance. Je suis d'accord, mais en fait, vous allez voir ce que je veux dire. Et Clémence Guettet, qui pense avoir été d'une certaine façon provoquée par votre dernière intervention, voudra vous répondre. Non, mais allez-y. Allez-y, je vous en prie, on vous écoute. Vous allez voir, en fait, ce que je veux juste dire, c'est que Monsieur Mélenchon, et d'ailleurs en plus sur ce coup-là, on pourrait rentrer dans le détail de cette affaire-là, mais je suis pas totalement hostile à Monsieur Mélenchon sur cette attitude-là.
Monsieur Mélenchon, quand il fait ça, il n'a pas un calcul derrière la tête. Son attitude virile devant les policiers en train de les écarter, etc. Il ne pense pas au coup d'après. Et d'ailleurs, ça lui a coûté un peu cher à la fin. Mais Éric Zemmour, sur cette séquence-là, où il est en train de s'amuser, grosso modo, avec une Kalachnikov ou une arme de guerre. Une arme du raid. Je ne suis pas sûr qu'à ce moment-là, voilà. il ait trois coups d'avance politique. Moi, je veux bien qu'il soit très intelligent, mais ne lui prêtons pas un talent de dingue. Bien sûr. Madame, et après, je vous donne la parole. Allez-y. Je réponds juste quand même sur les propositions de M. Mélenchon, qui est un candidat en campagne et qui est un homme. En effet, vous n'avez pas inventé la lune avec ça. Monsieur Mélenchon est un candidat qui propose de mettre l'IVG dans la Constitution pour que plus jamais on ne s'attaque à ce droit des femmes à disposer de leur corps. Monsieur Mélenchon veut imposer la parité dans les entreprises et dans les institutions qui ne le respectent pas. Il veut un plan d'1 milliard de lutte, 1 milliard d'euros de lutte contre les féminicides, comme le demandent les associations. Il veut multiplier le planning familial sur tout le territoire pour qu'il y ait enfin des points d'accès, notamment sur les questions de contraception et de violence. Ça, c'est un programme féministe. Être un homme n'empêche pas d'avoir un programme féministe. Non, s'il vous plaît. Votre candidat a un projet misogyne et réactionnaire extrêmement dangereux. Philippe. Non, mais vous retournez au Palais Bourbon ou pas? Stop. Je ne prends pas cette hypothèse en considération. Demandez à madame qui est coach. Si on part bien dans la vie en partant de l'idée qu'on va se planter. Donc là, vous n'avez qu'une envie, c'est de faire le débat avec Macron. Mais il n'y a pas de débat avec Macron, là. Il n'y a pas de débat de premier tour. Ça, c'est clair. Moi, je suis prêt à débattre avec lui. Et je lui ai déjà dit, puisqu'il veut parler de rien, supposons qu'il ne veuille pas parler de son bilan désastreux, mais au moins de l'international. Réfléchissez, les gens qui m'écoutaient. En ce moment, il n'y a plus de gouvernement parce que c'est au Conseil de défense qui prend ses décisions. Il n'y a plus d'Assemblée nationale parce que c'est suspendu. Cet homme a les pleins pouvoirs. Et ça vous fait rien du tout. Vous êtes 30% à dire « Ah, quelle bonne idée, on va lui faire encore confiance. » Jean-Luc Mélenchon, misère, où on va. Vous serez au second tour, vous pourrez débattre avec lui au second tour. Oui, et je pense que, je vais vous dire, ça fera du bien à tout le pays. Quelle que soit l'issue du deuxième tour. Pourquoi? On aura un débat avec deux visions du monde différentes, mais sur des choses concrètes. Pas des discours abstraits sur la sécurité, l'immigration et ce truc, cette tarte à la crème qui nous empêche de parler de quoi que ce soit d'autre. On parlera des choses qui intéressent tout le monde. Le logement, comme a dit madame, la retraite, parce que figurez-vous que la vie des gens, c'est fait de ça, de logement. Est-ce qu'on peut manger ou pas? Est-ce qu'on peut aller à la retraite? Est-ce que je répare ma bagnole? Est-ce que mon gosse est bien traité dans la classe de monsieur? Est-ce qu'ils sont 19 ou est-ce qu'ils sont 32? Et ainsi de suite. Je pourrais continuer. Merci. Voilà, il y aura donc un débat qui mettra de la fraîcheur. Macron, Mélenchon, on parlera de choses sérieuses. Macron-Le Pen, bon, ça va recommencer le sketch à qui est plus tordu des deux. Merci Jean-Luc Mélenchon. On se retrouve demain à 9h midi. Énorme. Il y a des Français des classes populaires, il y a des Français d'où qu'ils viennent d'ailleurs, et il y a des Français plus aisés. Et c'est cette alliance que je défends, c'est cette alliance qui justement évitera ce que vous défendez, vous, c'est-à-dire la lutte des classes. Vous avez un projet authentiquement révolutionnaire, authentiquement destructeur et belliqueux, qui est mort aux riches. Ah bah il y aura moins de dîners en ville, hein. Ça il y aura moins à dire. Je vous confirme. Vous dites que vous voulez allier la bourgeoisie et les classes populaires. Vous le dites, ça je vous le reconnais. Pour la bourgeoisie, on sait ce que vous faites. Rien. Vous touchez pas à leurs dividendes, vous touchez pas à leurs profits. Pour les classes populaires, vous proposez rien, monsieur, parce que l'allongement de l'âge de départ à la retraite, c'est les classes populaires, les Français, qui vont payer ça. Parce qu'il y a une différence d'espérance de vie entre les 5% les plus pauvres et les 5% les plus riches de 13 ans, d'accord? C'est eux qui vont prendre en pleine tête l'allongement de départ à la retraite. Ça, c'est la réalité. Je voudrais simplement dire qu'il y a effectivement l'âge de la retraite. C'est ça sur laquelle vous m'avez interrogé. Aujourd'hui, il y a une espérance de vie supérieure à 64 ans par rapport à l'espérance de vie à 60 ans en 1981. Pour tout le monde. Donc vous voulez faire partir quand ils sont plus en bonne santé? Non, pas du tout. C'est 64 ans l'espérance de vie en bonne santé. Il y a simplement un problème. Quand ils sont plus en bonne santé. Il y a un problème, c'est que d'abord, le travail, c'est la santé. Non. Mais si. Bah, allez dans une usine, allez dans une usine dire ça aux gens, qui ont le dos cassé, monsieur. Mais même les gens qui travaillent dans les usines, 65 ans, vous allez même les gens qui travaillent dans les usines, c'est bien de travailler. Moi, je sais. Vous croyez qu'une caissière qui travaille à 60 ans, qui porte des poids, etc., ou 65 ans, vous pensez que c'est audible de lui dire le travail? Une infirmière, un policier à 65 ans? Ne faites pas de misérabilisme. On vous connaît vos méthodes communistes, on les connaît. Ah bah oui, bah là je les utilise bien pour vous, vous avez rien à y répondre. Ça marche pas avec moi. 64 ans pour un policier, ça ne marche pas. On connaît vos méthodes communistes. C'est sympa. Oui, alors, monsieur, je maintiens. D'abord, il y a des gens qui rentrent plus tôt, qui travaillent plus tôt. Ceux-là, évidemment, ils auront les annuités, ils pourront partir plus tôt, c'est une évidence. Mais pour le reste, je confirme. D'abord, c'est bien
de travailler. Les gens aiment leur travail. Jusqu'à 65 ans. Mais oui, jusqu'à 65 ans. C'est pas des vieillards à 65 ans. Donc après, non, mais des gens fatigués, c'est parfois des gens fatigués. 63 ans. C'est parfois des gens fatigués. Si, je vous répète, s'ils ont commencé plus jeunes. Les dîners mondains, c'est pas très fatigant, M. Zemmour, je suis désolé. Permettez, je vous rappelle le principe quand même de cette émission. On a vraiment envie de donner la parole à un maximum de gens. Les sujets sont importants, je le sais. Il ne veut pas que je vous réponde. Si, arrêtez. Et je vous demande simplement, c'est pour que tout le monde puisse s'exprimer. Et je suis sûr que vous serez content aussi. Tout le monde s'exprime. Ce qui compte, c'est que on s'en fout pas. Ce qui compte, c'est que ce qu'on dit ait du sens. Oui. Et qu'après l'avoir dit, on comprend mieux ou moins bien. Mélenchon, je suis sûr que vous savez faire plus court. Bah vous aussi, alors, de commencer par vous taire, ça fera un changement. Est-ce que ce sont des termes qu'on peut utiliser quand on parle de notre police, qui, je le rappelle, bénéficie d'un pouvoir par délégation, celui de maintenir la force publique en notre nom, dans une démocratie? Bah, moi, ce que je vous propose de faire, c'est quelque chose de simple. On va aller voir ensemble Sophia Chouviat, la fille de Cédric Chouviat, qui a été tuée par des policiers lors d'une intervention, puis vous allez lui dire, monsieur, que la police, elle tue pas. Non, mais on va faire ça, en fait. Personne ne dit que la police ne tue pas. Mais si, on va aller voir les familles de victimes de violences policières, et puis on va leur dire que la police ne tue pas. Je veux dire, on est en train de monter un débat. Je vous le dis ça comme ça. On est en train de monter un débat, à partir d'une intervention de Philippe Poutou, qui lui-même était questionné à propos d'un montage fallacieux et calomniateur de la part d'un élu proche de Pécresse sur un élu municipal à Cachan. Le montage était fallacieux, pardon de vous le dire, c'est-à-dire qu'il coupait l'intervention en plein milieu d'une phrase et d'un propos pour le décontextualiser. On en parle depuis 1 jour et demi. Et derrière, qu'est-ce qu'on arrive à dire? On arrive à faire dire à Philippe Poutou qui dit que la police tue. Il dit que parfois elle tue aussi par accident et par légitime défense. Donc on est en train de tenir un débat. Juste pour rigoler, vous avez vu le mal qu'il a eu à dire légitime défense? Parce que si le journaliste... il dit accident. Non, il dit meurtre, assassinat, bavure, et quand accident. Et quand le journaliste lui dit légitime défense, voilà. Ah oui, aussi légitime défense. Ah bah mince, on avait juste oublié ça. Donc j'ai le verbatim sous les yeux, il dit la police tue, elle a tué, elle tue. Après on peut discuter assassinat, meurtre ou accident ou bavure. Il galère pas à dire accident. C'est ensuite Gilles Bornstein qui le coupe en disant ou légitime défense, et il répond, j'ai le verbatim encore une fois sous les yeux, ou légitime défense, bien sûr. C'est pas pareil. La police tue, elle a tué, elle tue. Alors après on peut discuter assassinat, meurtre ou accident ou bavure ou légitime défense. Ou légitime défense, bien sûr. Monsieur le rapporteur Mélenchon, vous avez la parole. Oui, la commission est contre, le rapporteur est pour, ça ne surprend pas. Je voudrais juste dire pour la dignité du parlementaire que je suis, et peut-être que je m'exprime pour plus large que pour moi-même, Madame la Ministre, vous ne pouvez pas opposer comme argument à un opposant. Dans une assemblée, nous faisons, vous parlez, précisément, nous sommes l'opposition. Et nous parlons, ça s'appelle Parlement. On vient au Parlement pour parler. Ceux qui veulent se taire restent à la maison. Nous venons pour parler. Qu'est-ce que vous me reprochez? Vous voulez qu'en Martinique et en Guadeloupe, on fasse un putsch? Qu'on aille nous-mêmes prendre l'eau? Qu'on aille nous-mêmes prendre les machines pour mettre les canalisations? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre quand on respecte la démocratie que d'être dans l'hémicycle, proposer des lois, argumenter? Après, si vous nous dites je ne suis pas d'accord, on l'entend. Nous sommes majoritaires, on l'entend. Mais ne nous dites pas écoutez-vous, vous parlez et nous faisons. Si vous voulez, je fais. Vous partez de là, je prends votre place, c'est moi le ministre. Vous allez voir si je ne sais pas le faire. De même, nos mots sont revenus. Ce mot, c'est partage, partage, partage. Au calme, au calme, au calme, au calme, partage, au calme, au calme, au calme.